Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, et la guerre ne vient pas. Misère de la prophétie. Dès l'origine, le marxisme se constitue tout ensemble comme théorie et comme pratique, à la fois grille d'analyse et instrument de combat. Pour les trotskistes, la dialectique matérialiste représente donc une science militante qui permet de déchiffrer l'histoire et d'en prévoir les événements afin d'en modifier le cours. Mais, si parmi tous les grands intellectuels révolutionnaires, Léon Trotsky apparaît comme le maître inégalé des prophéties dialectiques, ses héritiers comprendront bientôt à leurs dépens que le marxisme n'est pas une boule de cristal. Ainsi, au début des années 50, et 12 ans seulement après la fondation de la 4e internationale, c'est le pronostic d'une 3e guerre mondiale imminente et apocalyptique qui va provoquer une crise brutale et délétère, une crise connue sous le nom de pablisme. Ouvrier aux usines Chausson, Gilbert Marquis devient dans les années 50 l'un des plus proches camarades de Michel Raptis, dit Pablo, militant d'origine grecque, grand artisan de la réunification du mouvement trotskiste pendant la guerre, et alors figure dirigeante de la 4e internationale. Gilbert Marquis. Moi, Michel Pablo, c'est un homme qui a donné du sens à mon existence. Quand il y a eu les textes de Pablo qui sont parus, le premier, c'est la critique de la Yougoslavie à propos de la guerre de Corée. Je suis tombé d'accord tout de suite avec lui. Ensuite, il a écrit un autre texte, et ça, c'était les premiers débats du congrès du PCI, dont j'étais membre. Il a écrit un texte qui s'appelait « Où allons-nous » La guerre de Corée, avec la participation des Chinois, à un moment donné, d'une façon extraordinaire. Les Chinois ont sacrifié des quantités d'hommes pour aider les Coréens, puisqu'ils allaient être vaincus, et ils ont quand même sauvé la Corée du Nord. À partir de là, d'abord, il y a eu la création de l'OTAN, réarmement de l'Allemagne. Pablo écrit un texte qui s'appelle « Où allons-nous » Dans ce texte « Où allons-nous » de 1951, eh bien, il part d'une vision géostratégique et internationale des phénomènes qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale. L'URSS n'a pas été détruite, comme Hitler avait songé le faire. Au contraire, l'URSS est sortie avec un prestige très grand. Il y a confusion. Nous, ce que nous savons, c'est que en URSS, c'est pas le socialisme. En URSS, il y a une bureaucratie. Il y a une dégénérescence de l'État soviétique. La révolution d'octobre est enterrée. Nous avons maintenant une bureaucratie cynique qui ne voit que ses intérêts nationaux, et pas ses intérêts nationaux, ses intérêts de caste, de couche sociale privilégiée. Alors, mais les gens ne voient pas ça. Les gens voient que l'URSS, on chante l'international, les jeunes sont les pionniers rouges, etc. Et puis, les ouvriers ont l'air heureux. Il y a une propagande telle que... Et puis, ils sont attachés au Parti communiste, qui ont fait la résistance. Tout ça, c'est une puissance. Et Pablo voit ce que nous voyons tous, la situation internationale se durcir. Les Américains, l'OTAN, a décidé de défendre Berlin. Berlin, c'est une épine dans le pied du camp soviétique. À tout moment, dans le fond, ça peut éclater. Pablo envisage que la guerre va venir, qu'il y aura un affrontement entre ces deux forces. Comme il le dit, l'URSS, la bureaucratie soviétique, le camp de la révolution globalement pris. Et on voit quand même la Chine, qui est devenue indépendante, qui a brisé la contre-offensive américaine contre la Corée du Nord. La Chine et la Russie, c'est quand même plus du quart du monde. Il y a une telle attraction vis-à-vis du camp, soviéto-chinois, qu'on peut considérer que s'il y a un affrontement, les masses auront tendance à être plutôt du côté de ceux qu'ils considèrent comme étant leurs alliés, leurs frères et des choses comme ça. Donc, où allons-nous? C'est la 4e internationale doit être prête à affronter cette conjoncture, cette situation, et elle doit savoir de quel côté elle sera. Parce que je pense qu'il a mal vécu l'affaire de la résistance, Pablo. Et que ça aussi, ça le pousse à considérer qu'il faut rompre avec les groupes de propagande et qu'il faut être maintenant avec les masses
telles qu'elles sont, avec leurs défauts, avec les directions, disons, momentanées qu'elles suivent, et procéder de l'intérieur à des réajustements, à des réorientations et à des visions plus élargies et plus universalistes et internationalistes. Or, il y a des résistances dans la 4e internationale, et en particulier en France, dans le PCI, avec le courant Lambert, Bleptreux et d'autres, qui sont contre l'orientation de Pablo, disant que Pablo, c'est un campiste maintenant, il a choisi son camp, etc. C'est une caricature de la position de Pablo. Bon. Dans ces années-là, Pablo n'est pas l'unique dirigeant trotskiste à prévoir l'imminence d'un nouveau carnage mondial. David Corner, dit Barta, ancêtre revendiqué de l'actuelle lutte ouvrière, en était lui aussi convaincu. Mais Pablo fut le seul à en déduire l'urgence d'une nouvelle forme d'entrisme au sein des organisations majoritaires du mouvement ouvrier. Comme Pierre Lambert ou Marcel Bleptreux, Michel Lequesne fait partie des jeunes dirigeants français qui refusèrent alors cette politique. Michel Lequesne. Au début de 1951, il y a le grand tournant de Pablo. Ça se passe d'abord à l'intérieur du comité exécutif international et du secrétariat international, où il explique, voilà, ça ne va pas durer, la 3e guerre mondiale va commencer. Alors là, il faut que je fasse un petit portrait de Pablo. Pablo, pour nous, c'était un espèce de grand homme qui ne se mêlait pas à tous nos problèmes. Notre organisation était pauvre. Était pauvre. Et il avait cet avantage qu'il était riche. Et donc, alors qu'on ne pouvait pas payer de permanent, on n'en pouvait pas en payer beaucoup. Et nos salaires de permanent, c'était des salaires de misère. Alors, c'était en dessous de ce qu'on appelle maintenant le SMIC. C'était un avantage important et il trônait un petit peu au sommet de l'international. Et comme il avait été celui qui avait eu les positions qui nous avaient semblé justes au travers de toutes les crises qui avaient eu lieu, y compris la crise de 47, et qu'il avait eu raison, de notre avis, sur l'affaire de la Yougoslavie, son autorité était considérable, et tout à coup, il nous sort cette thèse. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens en parlent, ils tiennent par compte que l'essentiel, le point de départ, c'est la guerre mondiale va avoir lieu dans les 3 ans au plus tard. Et il en tirait toute une série de conclusions. Alors, encore son portrait, c'est un homme qui était très sûr de lui, très sûr de lui. J'en avais parlé avec Bleptreux, dont j'étais fort proche, et qui m'avait dit, tu sais, Pablo, ça n'est pas un dialecticien, c'est un logicien. Et ça, c'est très vrai. Pablo, sa pensée avait pas la souplesse dialectique, il tranchait, n'est-ce pas, toujours radicalement dans les problèmes. Et dans cette affaire, il déclinait de la perspective de guerre toute une série de conséquences logiques, n'est-ce pas ? Cette guerre, étant donné qu'elle va opposer les États ouvriers dégénérés ou déformés, ça c'était toutes les théories qui s'étaient imposées, et l'impérialisme, ça va être une guerre de classe à l'échelle mondiale. Et qu'on le veuille ou non, la direction de cette guerre de classe, elle est en URSS. Par conséquent, on n'est pas des deux côtés à la fois, c'est-à-dire la ligne du 2e congrès mondial, on est dans le camp prolétarien, qui d'ailleurs va entraîner tout le monde, va évoluer, n'est-ce pas, et par conséquent, nos partis risquent d'être écrabouillés dans ce conflit, et il faut donc faire un entrisme nouveau, qu'il a appelé sui generis, un entrisme dans les PC. Seulement voilà, notre organisation en France, elle était entièrement légale. On n'avait aucun secteur entriste. Et alors immédiatement, nos camarades dans les usines, ils vont entrer dans le PC. Ils sont connus comme trotskyistes, ils capituleront. Ça, il ne l'a pas écrit, mais il l'expliquait. Ils capituleront. Et bon, ils remonteront la pente, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les camarades qui l'ont suivi. La question qui se pose est: quelle pourra être la nature d'une guerre déclenchée dans de telles conditions ? Une telle guerre prendrait dès le début le caractère d'une guerre civile internationale, particulièrement en Europe et en Asie, qui passerait rapidement sous le contrôle de la bureaucratie soviétique, des partis communistes ou des masses révolutionnaires. La guerre, dans de telles conditions,
dans un rapport de force tel que celui qui existe actuellement internationalement, serait essentiellement la révolution. La progression de la révolution anticapitaliste dans le monde éloigne, mais en même temps précise, le danger de la guerre générale. La guerre serait cette fois la révolution. Les deux notions de la révolution et de la guerre, loin de s'opposer ou de se distinguer en tant que deux étapes considérablement différentes de l'évolution, se rapprochent et s'entrelacent au point de se confondre par endroits et par moments. À leur place, c'est la notion de révolution-guerre et de la guerre-révolution qui émerge et sur laquelle doivent se fonder les perspectives de l'orientation des marxistes révolutionnaires de notre époque. Michel Pablo, où allons-nous? Gilbert Marquis. Entrer dans le Parti communiste, ce n'est pas devenir stalinien, c'est aller à l'endroit où on peut mieux combattre le stalinisme. Effectivement, à bras-le-corps et corps à corps, tous les jours, en étant dans les cellules du Parti communiste, là où on défend des idées fausses, eh bien, on intervient, on défend, on explique. Peu à peu, on infléchit l'impression, la culture des gens qui vous entourent. Vous entrez au syndicat, vous fréquentez qui au syndicat? Les meilleurs syndicalistes, souvent les militants du Parti communiste français, qui sont devenus eux aussi des militants acharnés à défendre, disons, leurs camarades de travail. Et ils le font au nom de leur idéal. Leur idéal, c'est qu'à Moscou, le socialisme règne. Ils se trompent. Mais ils se trompent sincèrement. Moi, c'est mon milieu, ça m'a jamais gêné d'être un l'entrisme, ça m'a tout de suite mis à l'aise, moi. J'étais dans mon milieu. Hein. L'entrisme, c'est dans le camp des travailleurs. Être dans le camp des travailleurs. Et dans le camp des travailleurs, ce n'est pas être neutre entre Moscou et Washington. Hein. On est dans le camp. C'est-à-dire, on est avec la CGT, on est avec le Parti communiste quand on est en France. Et quand on est en Belgique, comme Ernest Nondel, on est dans le camp du Parti socialiste. Et quand on est en Allemagne, on est dans le camp du Parti socialiste, parce que c'est le Parti socialiste qui est l'organisation des travailleurs, l'organisation élémentaire des travailleurs. Donc Pablo ne demande pas à ce que tout le monde rentre dans les partis communistes. Ça, c'est en France qu'on dit. Alors, il faut entrer dans le Parti communiste. Oui, en France, bien sûr. Alors que Pierre Lambert, Michel Lequesne et d'autres scissionnent en 1952 et entraînent avec eux la majorité de la section française et la quasi-totalité de son secteur ouvrier, André Fichot fait partie des quelques travailleurs d'usine restés fidèles à l'ancienne internationale. Il applique alors la nouvelle politique entriste au sein des chantiers navals à Brest. André Fichot. L'orientation qui était fixée, elle n'était pas complètement folle, c'est-à-dire que comme on avait dit, c'était Pablo qui avait sorti des trucs là-dessus, il a sorti une brochure aussi qui s'appelait La guerre qui vient, où la guerre était inévitable et qu'on n'aurait pas le temps de construire une autre organisation révolutionnaire avant qu'elle éclate, et que donc le Parti communiste, étant donné que ce serait une guerre contre l'Union soviétique, devrait gauchir ses positions pour prendre la défense de l'URSS contre l'État bourgeois français. On avait intérêt à être avec eux au moment où ils gauchiraient, de façon à réorienter la politique vers une politique révolutionnaire de gauche. Ça, c'était l'objectif qu'on s'est fixé dedans. Bon, et donc, moi j'ai adhéré à ça. Hein. Après, ce qui a été aussi difficile, c'est qu'à partir où on a décidé ça, il faut prendre la décision de rentrer dans les organisations. Alors moi j'étais déjà dans la CGT, mais il fallait que je rentre au Parti communiste. Et rentrer au Parti communiste quand on est connu comme depuis plusieurs années comme militant trotskiste et qu'on les a fait chier pendant assez longtemps, c'est pas facile. Il fallait donc déjà faire oublier qu'on avait été ou qu'on était trotskiste. Et ça c'est long, hein, parce que dans les staliniens ils sont d'ailleurs restés toujours méfiants. J'ai peut-être juste raison d'ailleurs à mon égard là-dessus. Pendant la guerre d'Algérie, j'étais embarqué en tôle pour avoir bloqué les trains de rappelés en gare de Brest, violence à la force publique en exercice de ses fonctions, je sais pas quoi, connerie. Et donc j'étais sanctionné, pas gravement, mais j'étais sanctionné par la justice, on est passé au tribunal, et j'étais devenu le seul militant de la CGT qui avait une condamnation pour la guerre d'Algérie. Et donc là, ils ont commencé à parler de moi comme d'un militant de chez eux, quoi, comme ça, proche, qui avait été sanctionné parce qu'ils avaient un martyr, quoi. Enfin, ils avaient quelqu'un qui avait fait quelque chose d'intéressant. Et donc, moi, j'ai profité, comme il y a eu le discours de Khrouchtchev en 56 aussi, le fameux discours de Khrouchtchev qui dénonçait le stalinisme, j'ai demandé mon adhésion, profitant de cette situation. Et je suis rentré au Parti communiste. Alors, je suis toujours cocu dans cette affaire-là. Le jour
ma première réunion de cellule le jour où les armées soviétiques sont rentrées à Budapest. Première réunion. Alors, tout de suite, ils m'ont demandé mon avis. Alors, qu'est-ce que je dis? Je vais dire, vous êtes des salauds, c'est en train de me mitrailler là. Alors, j'ai commencé à tourner un peu autour du pot en disant, c'est bizarre, quand même, il y a plein d'ouvriers, ils font des conseils d'ouvriers, on ne devrait pas dire comme ça, c'est des fascistes. Donc, j'ai commencé à... Mais c'était un truc délicat, quoi. C'était ma première réunion. Si j'avais dit ce que je pensais, j'étais tout de suite, c'était ma dernière. Et voilà, j'étais donc accepté là-dedans. Et je dois dire maintenant, après réflexion, quoi, quand le temps a passé, que c'était devenu trop dur quand même de militer pour des gens isolés comme nous. Contre parce qu'on ne se battait pas que contre les patrons, on se battait aussi contre les Staliniens en permanence. C'était... on tient le coup 1, 2, 3, 4 ans, mais à la longue, ça devient... c'est usant quand même. Et je ne suis pas sûr que je serais resté militant si je n'étais pas rentré au Parti communiste. Ils étaient deux faucons, tout là-haut sur le feuillage, qui chantaient tous deux dans le grand chêne, tout là-haut, oui, dans le feuillage. L'un s'appelait Lénine, l'autre s'appelait Staline. Et tout autour d'eux, dans le feuillage, des oiseaux, oui, dans le feuillage. Ah, le premier faux. D'abord membre des jeunesses socialistes, Jean-Michel Krivine, frère aîné d'Alain, entonne bientôt des chansons à la gloire de Staline dans la chorale du mouvement des vaillants et des vaillantes. Il a rejoint cette organisation de jeunesse liée au Parti communiste en 1948, alors qu'il est encore élève en classe de seconde au lycée Condorcet. Jean-Michel Krivine. Je me rappelle d'ailleurs un événement qui m'avait profondément choqué, peu de temps après mon adhésion au PC. Un grand responsable vaillant du 9e arrondissement est venu à la maison et il a trouvé dans ma bibliothèque de nombreuses brochures et livres de Trotsky. Il m'a dit « Mais comment tu peux garder ça ?» Il a commencé à les déchirer les unes après les autres et en les répandant par terre. J'ai pensé tout de suite à Nuremberg, mais j'ai rien dit. Mais ça m'a quand même fait quelque chose, je dois le dire. Ce qui fait que je n'ai plus beaucoup de brochures de Trotsky de cette époque. Il m'en reste une, quand même, à laquelle je tiens beaucoup. Qu'est-ce que le national-socialisme ? Alors, je suis donc devenu un bon militant stalinien, responsable des étudiants en médecine, etc., dans le 6e arrondissement. Et alors, comment ai-je rejoint les trotskistes en 56 ? Ça mérite de le dire en 2 mots. Je suis une victime de l'entrisme. C'est-à-dire que dans les années 50, un type avec qui on s'était beaucoup bagarré à la faculté est venu nous trouver parce qu'il était parti dans les brigades yougoslaves, il était un farouche du régime de Tito, on s'était bagarré avec lui, etc. Et un beau jour, il vient nous voir, la queue entre les jambes, en disant « Écoutez, j'ai déconné, j'ai fait des bêtises, j'aimerais vous rejoindre si vous étiez d'accord. » Alors nous, c'est un excellent militant syndical, on était ravis, et donc il a rejoint notre cellule. Et j'ai travaillé avec lui, pas seulement politiquement, mais en médecine. On a préparé l'internat ensemble. On était très proches. Et puis en 56, il a commencé à me travailler. Il me dit « Tu lis jamais la vérité ?» Alors je lui dis oh, « De temps en temps, tu trouves pas qu'ils ont quand même raison ? Regarde ce qu'a dit Khrouchtchev, etc. » « Oui, c'est sûr, ils ont raison. Tu penses pas qu'on devrait aller discuter avec eux ? » Bon, pourquoi pas ? Bon, écoute, je m'en charge, hein, on va aller voir Pierre Franck. Et puis, quelques temps après, il me dit, on a rendez-vous avec Pierre Franck, près de la Bourse. Alors, on est allé près de la Bourse, dans un restaurant, et on a vu Pierre Franck, qui nous a développé, la Troisième Guerre mondiale arrive, il faut défendre l'État ouvrier dégénéré, l'URSS, contre l'impérialisme, mais il faut rester au Parti communiste, parce que c'est là que sont les ouvriers, etc. Bon, on est convaincus, on adhère. Alors que la plupart de ses camarades trotskistes sortent du Parti communiste au milieu des années 60 pour créer la Jeunesse communiste révolutionnaire, ou JCR, ancêtre de l'actuelle Ligue communiste révolutionnaire, Jean-Michel Krivine reste lui au PC jusqu'en 1970. 14 années d'entrisme donc, durant lesquelles ce jeune chirurgien tente de pousser le parti à la radicalisation. Par exemple, au moment de la guerre du Vietnam. Jean-Michel Krivine. J'essayais de gauchir sans excès la politique du PC. C'est-à-dire de ne pas aller trop loin pour ne pas être en dehors de la ligne, mais néanmoins d'aller un peu plus loin que de ce que voulait le PC. Je vais donner un exemple. Ma cellule de la Riboisière, je lui ai fait donner le nom d'un jeune héros révolutionnaire vietnamien qui s'appelait Nguyen Van Troy.
Sa photo était parue à l'époque, partout. Il a été fusillé, enfin il a été tué par des officiers parce que les soldats harangués par lui ne voulaient pas le tuer. Et Nguyen Van Troy avait essayé de zigouiller McNamara quand il est allé au Vietnam. Bon, c'était un héros de la jeunesse vietnamienne. Et donc ma cellule s'est appelée Nguyen Van Troy. À l'époque, le PC réclamait la paix au Vietnam, c'est tout. Et les Vietnamiens, je l'ai su après quand j'y suis allé, le trouvaient très mou. Parce qu'il dit, nous on veut pas la paix au Vietnam, on veut victoire du FLN ou que les Américains soient battus, mais paix au Vietnam, c'est un mot d'ordre opportuniste. On me l'a dit tout le temps quand j'étais au Vietnam. Donc le fait de prendre... Alors on a fait aussi, comme le PC était assez mou sur le Vietnam, à une fête de l'UMA, la cellule Nguyen Van Troy a eu cette idée de prendre la tension des gens, moyennant finance, et de leur donner un tract avec, d'une part, le chiffre de leur tension, et d'autre part, un appel à aider financièrement le Vietnam pour envoyer des médicaments, etc. Donc c'était en même temps un geste politique. Fils de David Rousset et membre dirigeant de l'actuel secrétariat unifié de la 4e internationale, Pierre Rousset appartient à la génération de ceux qui ont refondé une organisation trotskiste indépendante, une fois refermée la parenthèse pabliste. Pierre Rousset. Par exemple, dans l'entrisme des années 50, c'est tout basé sur un pronostic qui apparaît très rationnel. Il y a la guerre de Corée. La guerre de Corée, c'est une dynamique de guerre mondiale. Il va y avoir une guerre mondiale URSS-USA. Donc les PC vont se radicaliser. Donc il faut être dans les PC. Donc on rentre dans les PC alors que les PC n'ont pas encore commencé à se radicaliser, qu'il n'y a pas de lutte de tendance au son 5, c'est encore des blocs monolithiques staliniens. On paye un prix fou pour faire rentrer des militants dedans et la guerre ne vient pas. La troisième guerre, heureusement, mais la troisième guerre mondiale ne vient pas. Bon, dans notre génération, on a commis une erreur un peu similaire, quoi. C'est-à-dire après 68, au début de 70, de façon encore là très rationnelle. Il y avait la dynamique de mai 68, il y avait le fait que le sud de l'Europe était encore sous dictature, Franco, Salazar, les colonels en Grèce, etc. Bon, il y avait la guerre coloniale, la révolution coloniale, etc. Il y avait une atmosphère très révolutionnaire. Et donc, on en concluait, dans les 4-5 ans, les radicalisations vont être telles que la répression va tomber sec, y compris dans des pays comme la France, et on va arriver à des confrontations de classe centrales. Ça ne s'est pas passé. Donc on en est arrivé à une conclusion à un moment donné, que décidément le marxisme ne pouvait pas être l'art de la prévision, parce qu'on se trompait à chaque fois sur les prévisions à moyen terme. Après ça, la théorie du chaos nous a permis de donner une analogie scientifique au fait qu'en fait, il y a tellement de médiation et il y a tellement d'inconnus sur l'évolution des rapports de force que c'est impossible de faire des prévisions au moyen terme. Tout simplement pourquoi ? Parce que les rapports de force vont évoluer en fonction du résultat des luttes, que le résultat des luttes est par définition pas donné à l'avance. Donc on va prévoir comment le résultat des luttes va influencer le résultat des luttes, va influencer le résultat des luttes. On a glissé d'une lecture de l'histoire qui cherchait le pronostic à partir d'un agencement logique d'arguments, d'une analyse, disons, très globale des rapports de force, etc., vers un effort pour percevoir aussitôt que possible ce qu'il y a de neuf dans la situation, comment on peut y donner forme et comment on peut, disons, lui ouvrir la voie. Bon, par exemple, les nouveaux mouvements sociaux, le mouvement des chômeurs, qui était une chose nouvelle, puisque les syndicats avaient perdu l'habitude d'organiser les chômeurs, puisqu'il n'y avait plus de chômage de masse, etc. C'est ce que nous, on appelle maintenant l'empirisme conscient. Donc, dans nos écoles de formation, on a commencé à brandir le drapeau de l'empirisme conscient pour marquer la rupture avec la formation qu'on avait reçue de l'art du pronostic. Nous, on était une génération profondément empirique. Mais on a été formés par la génération antérieure qui, elle, au contraire, sortait des années 50, début des 60, avec un degré d'activité extrêmement limité par la petitesse des organisations, une situation de défaite du mouvement ouvrier, etc., etc., etc. Ils étaient programmatistes. C'est-à-dire que le profil visible, c'était pas dans l'action, puisque l'action était trop limitée. Le profil visible, c'était dans le programme.
Donc il y a eu cette rencontre entre une génération qui était très empirique, spontanée, et puis une génération qui avait une identité très programmatique qu'on a assimilée. Et je crois que là, c'est là où on a reçu une formation formidable par ailleurs, parce que ça nous donnait une profondeur historique. Hein. Je crois que si on se demande en France pourquoi est-ce que les courants dits trotskistes, par de leur diversité, ont duré et que les courants maoïstes, par de leur diversité, se sont désintégrés, c'est qu'il y a une mémoire de l'histoire qui nous a été transmise, qui nous a permis de réinterpréter ce qui se passait alors qu'on l'avait mal lu au départ, de le réinterpréter, de durer, de comprendre le mouvement ouvrier. Donc on a reçu une formation formidable. Mais en même temps, elle était, disons, programmatiste. Il y avait une déviation, je dirais, programmatiste. Et donc, il y avait une toute petite organisation qui pensait le monde. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle il y a eu cette tentation de vivre sur le pronostic.